Bonsoir à tous, 22h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce principal rendez-vous de l'information dont tels sont les faits saillants. La journée internationale de la paix a été célébrée sous le slogan « Ensemble pour la paix » dans le respect de la dignité et la sécurité pour tous. En Allemagne, le parti chrétien-démocrate d'Angela Merkel a remporté hier soir les législatives. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par ce message de félicitations du président de la République à la chancelière allemande Angela Merkel, dont la formation politique vient de gagner le plus grand nombre de sièges au Parlement allemand suite au scrutin législatif qui eut donc lieu hier dimanche dans ce pays. La victoire de votre formation et sa conséquence directe, la poursuite de votre action à la tête de l'État allemand atteste bien le fait qu'une frange majorité de vos compatriotes souhaitent évoluer encore sous votre leadership, a écrit le président de la République. Il a également formé le vœu que la nation amie allemande accroît l'œuvre déjà également donc réalisée de son rayonnement, a poursuivi le président Guelleh avant de souhaiter succès et réussite à la chancelière allemande. Avec un score d'environ 34% des voix exprimées, la formation politique d'Angela Merkel pour l'Union chrétien-démocrate a été donc déclarée vainqueur du scrutin législatif qui a été organisé hier dans ce pays. Et justement, pour nous en parler en détail, Samatar Saïd nous rejoint sur le plateau. Bonsoir Samatar. En Allemagne, les sondages avaient donc raison concernant donc le parti, le CDU, le parti donc chrétien-démocrate qui a remporté hier soir les élections législatives. Angela Merkel se trouve donc ainsi reconfortée donc dans sa position de chancelière et donc a le pouvoir, ce qui lui fera donc 15 ans à la tête de l'État allemand. Oui, effectivement, Ferdous, de 4 pour Angela Merkel, la chancelière allemande sortante garde son mandat pour la 4e fois, mais sa victoire est modeste. Son parti conservateur, le CDU, a remporté les élections législatives avec seulement 33% des voix environ, selon les sondages de sortie des urnes. C'est le plus mauvais score de la droite depuis la naissance de la République fédérale d'Allemagne en 1949. L'autre grand parti traditionnel, le sociodémocrate, s'est pour sa part totalement effondré. Il n'a engrangé que 20 à 21% des voix. Le chef du file du SPD, Martin Schulz, n'a pas su incarner le changement et il a annoncé que son parti préférait rester cette fois dans l'opposition. Les sociodémocrates renoncent ainsi à cohabiter avec les conservateurs dans une grande coalition, comme ils l'ont fait 2 fois depuis l'arrivée d'Angela Merkel, la chancelière. Mais ce qui arrive à créer un vrai choc en Allemagne depuis la chute du régime nazi, c'est la percée historique du mouvement d'extrême droite, autrement dit appelé AfD. L'alternative pour l'Allemagne anti-euro, anti-immigration, anti-islam a recueilli 13% des voix et devient la 3e force politique du pays. La casse-tête qui attend la chancelière allemande va être de former une nouvelle coalition puisque le parti social-démocrate n'est plus partant. Et ce n'est pas gagné car l'immigration et le diesel sont des sujets de discorde. Merci Samatar pour cette analyse. C'était dans les titres. La journée internationale de la paix a été célébrée ce matin au Palais du Peuple sous le slogan « Ensemble pour la paix, le respect, la dignité et la sécurité pour tous ». Cette journée coïncide également, donc, comme chaque année, avec l'ouverture des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies, manifestation placée sous le haut patronage du Premier ministre et organisée par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle. Plusieurs membres du gouvernement, du Parlement, des autorités civiles et militaires ont pris part à cette manifestation au Palais du Peuple. Le Premier ministre a été chaleureusement accueilli par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, ainsi que les officiels présents. La cérémonie a débuté par la lecture d'un verset du Saint-Coran, laquelle a été suivie par l'exécution de l'hymne national, puis a été donc lu devant l'assistance le message de la paix du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Avant la série d'interventions politiques des hauts responsables du pays, des sketchs, des poèmes, des danses traditionnelles ont été présentés par les jeunes collégiens. Lors de son intervention, la maire de la ville
de Djibouti, Fatouma Hawali Ousmane, est revenue sur les raisons et les objectifs instituant cette journée par l'Assemblée générale de l'ONU. Les jeunes de notre pays doivent être le rempart pour préserver et pérenniser la paix, a-t-elle dit. Elle a aussi rendu un vibrant hommage aux personnes à besoins spéciaux telles que les malentendants, les malvoyants qui ont défilé hier en tête de cortège. Et pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a précisé que cette journée internationale de la paix est un moment fort consacré à réfléchir ensemble sur l'importance de la préservation de la paix, de la tolérance, qui concorde donc de la concorde civile et non de la violence. Nous l'écoutons. Nous voilà donc réunis cette année encore pour célébrer ensemble cette journée internationale dédiée à la paix. Consacrer ensemble un moment de notre temps à la paix et à toutes les valeurs de la paix. Penser à la paix, parler de la paix. Ma première pensée donc à l'égard de tous ces Yéménites, toutes ces familles contraintes de quitter leur pays suite au déclenchement d'une guerre fratricide et atroce, est venue se réfugier chez nous à Obok et dans la capitale. Ma pensée également aux réfugiés du camp de Ali Adé cantonnés depuis 3 décennies sur le sol djiboutien et auxquels j'ai pu rendre visite dans le courant de ce mois de septembre à l'occasion de la rentrée scolaire. À l'égard de ces ressortissants malheureux des pays voisins et à l'égard de tous les réfugiés de par le monde, nous devons respect, dignité et sécurité. Cette paix, nous la devons d'abord à nous-mêmes et à nos cultures djiboutiennes et musulmanes basées sur la paix, la solidarité, l'entraide, le respect d'autrui et du droit du voisinage. Nous sommes un peuple de valeurs et la paix a toujours demeuré en tête de ces valeurs ancestrales qui nous ont toujours habitués et nous ont permis, malgré nos diversités linguistiques et culturelles, de vivre unis dans la quiétude. Cette paix, nous la devons également à nos leaders politiques d'hier et d'aujourd'hui, qui ont œuvré et fait en sorte que la devise de notre pays est unité, égalité, paix soit perpétuelle et dans nos actes, mais aussi dans nos esprits. Cette paix entre nous et dans notre pays est jalousement protégée par le président M. Ismaël Omar Guelleh, le chef de l'État, qui en a fait une condition sine qua non du vivre ensemble. Un élément essentiel est indispensable pour tout développement. La paix ne se décrète pas, la paix ne s'impose pas comme ça. Elle se travaille, elle se sème, elle se cultive. Bref, elle se prépare dès le plus jeune âge. C'est une affaire de l'éducation et c'est pourquoi j'appelle, en tant que ministre de l'Éducation nationale, la responsable de mon département, les enseignants surtout, à favoriser dans l'éducation civique et morale, dans les écoles, la question de la paix et de ses valeurs, en parler beaucoup et les inculquer aux enfants. Et dans son discours, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a d'emblée indiqué qu'il était important d'asseoir une culture de la paix, de la transmettre de génération en génération. Il faut protéger la paix plutôt que de la rétablir, ce sont ces termes et nous l'écoutons. Mesdames et messieurs, je pense que c'est l'occasion aujourd'hui de rappeler qu'il est plus important de protéger la paix plutôt que de la rétablir. Préserver la paix est le devoir de tout dirigeant démocratique. Renforcer la culture de la paix est un des premiers principes qu'il faut transmettre aux jeunes. C'est cette ligne de conduite que le gouvernement mène pour que la paix soit maintenue à Djibouti. Je salue donc l'initiative de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture pour avoir, sous la tutelle du ministre de l'Éducation nationale, organisé cette célébration. Il faut que notre jeunesse soit pleinement clairvoyante pour savoir que sans paix, il ne peut y avoir de création de richesses ou d'emplois, et donc de développement. Il faut aussi qu'elle sache que c'est l'unité d'un peuple qui rend une nation forte, et que c'est grâce à une nation plus forte que le peuple résistera mieux aux agressions extérieures et aux terroristes. Le gouvernement maintiendra sa volonté de construire une nation juste et forte, en renforçant les droits fondamentaux de tous les Djiboutiens et les Djiboutiennes dans tous les pays. Le président de la République ne cesse d'œuvrer pour que la paix soit rétablie, dans la sous-région d'abord, mais également en Afrique et au Moyen-Orient. Nos soldats participent à des opérations de maintien de la paix, en Somalie et au Darfour, et notre diplomatie est présente sur tous les lieux où le dialogue permet de réconcilier les différents partis en conflit.
Une salle réservée à la pratique des arts martiaux au dojo a été inaugurée aujourd'hui par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed en présence donc du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Cette salle se trouve dans l'enceinte du grand stade Gouled. Elle fera le bonheur des adeptes des arts martiaux qui ont longtemps attendu la rénovation de ce dojo et son équipement. Donc, comme vous le voyez d'ailleurs sur ces images, le Premier ministre a procédé donc à l'inauguration de ce nouveau donc dojo au stade de Gouled. La clé de notre futur siège, étant donné qu'on n'avait pas de siège depuis tant d'années, c'est la première fois qu'on reçoit les clés. Et puis, par l'occasion, je tiens à remercier le secrétaire d'État et ainsi que le Premier ministre. Suivant justement cette réaction du Premier ministre. Le gouvernement fait tout pour qu'effectivement la jeunesse djiboutienne s'épanouisse dans un cadre qui est agréable. Et le meilleur cadre, c'est le sport. Et ici, le ministre de la Jeunesse et des Sports a fait un effort important dans la mesure où il a donné à la jeunesse les moyens de s'épanouir. C'est-à-dire, il leur a donné tout ce qui est kit sportif, tout ce qui est maillot, ainsi de suite. Non seulement cela, il a mis en place dans chaque fédération pour qu'effectivement les jeunes puissent s'orienter s'ils veulent faire de football, de basket ou des arts martiaux. Jusqu'à là, c'est quand même un pas important dans le développement. Et dans le reste de l'actualité, le gouvernement djiboutien a rapatrié cet après-midi une partie de nos compatriotes victimes du conflit interethnique qui sévit en Éthiopie. Au total, 9 personnes, dont un bébé de quelques mois, sont arrivées à l'aéroport international d'Ambouli, où ils ont été accueillis par le ministre de la Justice, Moumin Ahmed, ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, et la secrétaire d'État chargée aux affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Adan. Ces Djiboutiens, très éprouvés à leur retour, étaient en voyage dans la région de Harar et de Hawadai. Certains ont été donc interceptés dans un barrage dressé par les belligérants. Et pour nous en parler en détail donc sur ces mésaventures en Éthiopie, Samatar Saïd nous explique ce qui s'est réellement passé. Eh bien, une femme, Mme Aïcha Rissa, alors cet affrontement a été sauvé par les forces fédérales éthiopiennes. Par la suite, elle a été secourue par le consulat de Djibouti à Diridawa. Un bus a été affrété pour amener toutes les personnes chez eux, accompagnées d'un agent de la secrétariat d'État aux affaires sociales. Ils sont pris en charge par le gouvernement pour les soins et les premiers secours. Mme Aïcha et Saïd Hassan Guélé ont témoigné de la mésaventure qu'ils ont subie en Éthiopie, au milieu du conflit interethnique. On peut dire qu'ils ont remercié Dieu pour leur retour sain et sauf dans leur pays et ont remercié le gouvernement djiboutien en premier, le président de la République, pour le rapatriement et le soutien reçu. Merci Samatar sur ces explications concernant nos compatriotes rapatriés d'Éthiopie. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, a reçu ce matin dans son cabinet une délégation de l'Africa Finance Corporation, AFC, conduite par M. Olivier Andrews, directeur exécutif et chef des investissements de l'AFC et ses proches collaborateurs. Les discussions entre le ministre et la délégation de l'AFC, introduite par le directeur de l'EDD, M. Jamal Ali Guélé, a porté sur la réalisation d'une centrale éolienne au Goubet et dans le secteur de la Kassal. Rappelons que l'AFC est une institution financière des investissements multilatéraux spécialisée dans les projets clés d'infrastructures dans toute l'Afrique, dont notre pays est devenu le 14e membre. L'actualité de ce 22h nous emmène au Caire où le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a rencontré aujourd'hui au Caire son homologue en charge de la culture, Helmi Al-Manam, et ce dans le cadre du renforcement des réalisations de relations de coopération technique dans le domaine culturel et la promotion de l'échange artistique entre les deux pays frères. Les deux ministres ont eu donc des entretiens axés sur la politique
et la possibilité donc du moyen de développement de la coopération dans la gestion de musées, de bibliothèques, la formation des cadres spécialisés et la reconstruction de l'Institut djiboutien des arts LIDA. Ont assisté donc à cette réunion notre ambassadeur au Caire ainsi que d'autres responsables. De son côté, le ministre Moumine Hassan Barre a exprimé ses remerciements à son homologue égyptien pour le développement de cette coopération bilatérale. Retour à Djibouti, le général de corps de l'armée djiboutienne, le général Zakaria Cheikh Ibrahim s'est déplacé aujourd'hui à Holhol, à l'école militaire Al-Hajj Hassan Gouled à Ptidoni. Le général Zakaria a effectué le déplacement par hélicoptère. Il était accompagné d'une forte délégation composée du général Ali Hassan Kamil, du général Tahir Mohamed Ali, ainsi que d'autres officiers supérieurs des différents services. Cette visite inopinée avait pour but de voir l'avancée de la formation de 100 jeunes militaires qui doivent obtenir le certificat militaire élémentaire. Ces jeunes recrues étaient ce matin en pleine formation sur le terrain. Ils effectuaient des exercices de combat. Après avoir suivi ces exercices, le général a prononcé un mot. Le général Zakaria a exhorté les militaires en formation à faire preuve de beaucoup de patience, de persévérance, mais aussi de rigueur. Et à l'issue de cette visite à Holhol, la délégation s'est rendue ensuite, de manière inopinée toujours, dans la localité de Ali-Ouné, dans la région de Damerjo, où quelques 365 militaires du tout nouveau bataillon dénommé le bataillon d'intervention effectuent un stage commando. Après les honneurs, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a tenu une brève allocution devant les militaires de ce bataillon. Il a notamment voulu attirer leur attention sur l'importance de leur formation, précisant donc que le pays comptait sur eux. Santé, cette fois avec cette réception de médicaments offerts par la TICA. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a réceptionné hier un don de médicaments en présence de l'ambassadeur de Turquie à Djibouti, M. Sadi Altinok, et du nouveau coordinateur principal de la TICAD, Mohamed Taha Dougan. Il s'agit d'un lot de médicaments de haute gamme qui répond aux besoins spécifiques de la médecine spécialisée qui sont destinés pour les structures sanitaires de 3 niveaux, à savoir les hôpitaux et les centres de référence. Pour rappel, l'acheminement de ce don fait suite à la visite officielle en Turquie du ministre de la Santé, Dr Jamal Moukiye, vers mi-mars, au cours de laquelle le ministre avait plaidé pour un renforcement accru de la coopération bilatérale dans le domaine de l'approvisionnement des médicaments entre Djibouti et Ankara. Dans une brève allocution, l'ambassadeur de Turquie a rappelé les liens d'amitié, de fraternité qui perdurent depuis plusieurs décennies et qui témoignent ainsi de l'excellence des relations de coopération multiformes entre Djibouti et la Turquie. Et pour sa part, Dr Ahmed Roblé a vivement remercié le gouvernement turc pour son soutien continu et sans cesse croissant en faveur du système de santé djiboutien, et ce, à travers donc divers programmes mis en œuvre par l'agence, la TICAD. Je vous propose d'ailleurs de le suivre. Nous avons l'honneur cet après-midi de réceptionner un conteneur de médicaments essentiels de la part de l'agence de coopération turque, et ceci à la suite du voyage officiel que le ministre de la Santé, son Excellence Dr Jamal Moukiye, a effectué il y a quelques mois au niveau de la République sœur de Turquie. Nous avons donc réceptionné ce lot de médicaments qui va contribuer à la disponibilité des médicaments donc au niveau des structures sanitaires de notre pays. Nous avons une longue relation de coopération avec la République sœur de Turquie, avec le ministère de la Santé turc, et je voudrais saisir cette occasion, Monsieur l'ambassadeur, pour que, au nom du ministère de la Santé, passer le message au niveau du gouvernement et du ministère de la Santé turc
de la gratuité du ministère de la Santé pour ce conteneur de médicaments essentiels. Voilà, je voulais remercier donc ici tous les représentants ici présents. Remercier aussi notre ministre de la Santé, Dr Jamil Mouakié. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à l'occasion du 87e anniversaire du Royaume d'Arabie Saoudite, l'ambassadeur saoudien accrédité à Djibouti, M. Abdelaziz Ben Abdallah Daoud, a organisé hier soir une réception à l'hôtel Kempinski, placé à l'occasion du 87e anniversaire. En prit part à cet événement annuel et grandiose le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. Moussa Mohamed Ahmed Helem, le chef de l'état-major général, le général Zakaria Cher Ibrahim, ainsi que le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, Mohamed Ali Hassan, les diplomates, les représentants d'organismes internationaux ainsi que des hauts responsables civils et militaires ont également pris part à cette cérémonie. Au cours de cette cérémonie, l'hymne national djiboutien mais aussi saoudien a retenti. La police nationale du 3e arrondissement a saisi des matériels volés composés d'un PC portable, de 9 disques durs, de 2 écrans plats, de documents administratifs et confidentiels et d'une somme de 127 000 francs djibout. Cette saisie était possible suite à une plainte déposée par une victime après une enquête d'investigation. La police a rapidement mis la main sur un réseau de voleurs bien organisés ainsi que leurs complices et receleurs qui sévissaient à la cité Progrès. Les matériels saisis et les auteurs ont été déférés à ce jour au parquet pour répondre de leurs actes. Nécrologie. Pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec regret le décès de feu Duxier Doubal Ayabe, survenu ce week-end à Ankara en Turquie. Né en 1940 à Dikil, feu Duxier Doubal Ayabe a été incorporé à la police territoriale à 17 ans. Le défunt quitte la police nationale pour devenir commerçant et intègre la société djiboutienne d'importation du CAT, plus connu sous le nom de Sogic. Il était dernièrement membre du comité central, connu également dans le domaine de l'agriculture. Feu Duxier Doubal Ayabe s'installe en 1995 dans la localité de Mouloud dans la région de Dikil pour travailler la terre et il fut l'un des rares Djiboutiens à tirer profit de l'agriculture. Il a notamment été médaillé de chevalier de l'ordre du 27 juin. Feu Duxier Doubal Ayabe était l'oncle paternel de la rédactrice en chef de la section française, Madame Choukri Ali. Il laisse derrière lui 2 veuves, 9 enfants et 3 petits-enfants. Nous prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité régionale et africaine. Au Kenya, la commission électorale indépendante, sous le coup d'une enquête d'investigation, devait être bouclée d'ici 3 semaines. La Constitution exige que le nouveau scrutin présidentiel se tienne avant le 31 octobre. Avec nous sur ce plateau, Ahmed Hamed, pour nous parler donc plus en détail. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Fardous. Qu'en est-il donc de la tenue de ce nouveau scrutin, donc qui se tiendra normalement avant le 31 octobre? Eh bien, c'est le parquet de Nairobi, Fardous, qui a ordonné donc samedi à la police et à l'agence anticorruption d'enquêter donc sur la commission électorale indépendante pour irrégularité et actes illégaux présumés commis dans le déroulement de la présidentielle d'août qui a été invalidée. Le directeur donc des poursuites publiques, Keriako Tobiko, a précisé qu'une enquête complète sur l'EIBC devait être bouclée dans un délai de 21 jours. Saisie donc par l'opposition, la Cour suprême a invalidé le 1er septembre la réélection de M. Uhuru Kenyatta avec 54,27% des voix contre 44,74% à l'opposant Raila Odinga. Mais Ahmed, est-ce que ces élections se tiendront-ils à temps ou il y aura des retards ou des... Initialement prévu donc le 17 octobre, comme nous le savions, Fardous, la nouvelle élection a été reportée au 26 octobre. De nombreux doutes cependant
demeurant toutefois sur la capacité de l'IEBC à organiser le scrutin dans les temps. La Constitution donc prévoit, elle, que la nouvelle élection doit être organisée dans les 60 jours suivant la décision de la Cour suprême, soit d'ici au 31 octobre. Et dans une lettre adressée samedi à la direction du département d'enquête criminelle et à la commission anticorruption, M. Tobiko a ordonné donc une enquête approfondie et complète, Fardous, sur les irrégularités pointées par la Cour suprême. Selon l'opposition, le système de transmission des résultats avait été donc piraté et ceux émanant des bureaux de vote avaient été modifiés électroniquement en faveur de M. Kenyatta. Et en République démocratique du Congo, une crise donc humanitaire à Kamanyola, quelques jours donc après les affrontements entre les forces de l'ordre et les réfugiés burundais qui ont fait au moins 39 morts et 120 blessés. À Kamanyola, donc dans le sud de Kivu, en République démocratique du Congo, la situation humanitaire demeure donc très préoccupante. Eh bien, c'est près de 3000 demandeurs d'asile burundais qui sont abris et ont besoin donc d'une aide alimentaire, Fardous. Parmi eux, des enfants de moins de 5 ans qui ne bénéficient d'aucune assistance. Plusieurs observateurs donc redoutent désormais l'apparition d'une épidémie de choléra dans cette zone. Pour certains leaders de la société civile, si rien n'est fait dans l'urgence à Kamanyola, il y aura d'autres décès du fait des mauvaises conditions hygiéniques. Le président du bureau de coordination donc de la société civile alerte la communauté nationale et internationale sur la situation qui prévaut actuellement à Kamanyola dans le territoire de Walungu. Passion Bochambe, qui revient donc de cette partie de la province, estime que la présence à Kamanyola de plus de 2900 ressortissants du Burundi dont leur statut n'est pas clair risque d'embraser la sous-région des Grands Lacs. Merci Ahmed pour ces précisions africaines. Et avant de nous quitter, je vous rappelle donc les principaux faits de l'actualité de ce 22h. La journée internationale de la paix a été célébrée ce matin sous le slogan « La paix dans le respect, la dignité et la sécurité pour tous ». Dans l'actualité internationale, le Parti chrétien-démocrate d'Angela Merkel a remporté hier soir les législatives et assure Angela Merkel, la chancelière allemande, d'un nouveau mandat. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.